dès le 1er décembre 2017, le régime de Biya a déployé l'armée dans tout le Southern Cameroun. Et c'est comme ça que cette armée a commencé à commettre des exactions, des massacres, des assassinats ciblés, etc., etc. Des assassinats ciblés. Je n'oublierai jamais, à l'époque, j'étais encore au Cameroun, je suivais la crise anglophone, là, je la suivais de très très près. Je n'oublierai jamais le massacre que Atangan Jipol, parce que c'est lui qui est derrière ça. Atangan Jipol a commandité l'élimination physique d'une trentaine de jeunes à Menkapigny. C'est-à-dire que des trentaines de jeunes, ils s'étaient réunis dans un motel et Atanganji a envoyé des tueurs professionnels pour zigouiller ces enfants-là. Parce que ce sont des enfants que Atanganji utilisait pour commettre un certain nombre d'exactions qui allaient être attribuées aux véritables groupes séparatistes. Et maintenant, comme ces enfants-là sont devenus incontrôlables, ils s'attaquaient aux populations, ils entraient même dans les chefferies, ils vandalisaient, etc., etc. Atanganji a décidé d'en finir avec ces enfants-là. Bon, plutôt que de les traduire, de les arrêter, de les traduire en justice. Parce qu'en justice, ils allaient révéler un certain nombre de choses. Il fallait les zigouiller purement et simplement. Voilà donc comment le chef traditionnel là, de Menkapigny, c'est lui qui les avait donc réunis au Star Hotel. Et qui dirigeait le Star Hotel là, de Menkapigny, c'était le fils de ce chef traditionnel là, Asobopio Sungu. Un certain Cheikh Letus, c'est lui qui était le propriétaire de l'hôtel là. Allez, on les a réunis tous là. Et les gars qui ont tiré sur les enfants là, ils étaient avec eux dans ce motel-là. Et quelques jours plus tard, le colonel Didier Badjek, à l'époque, il était le chargé de la communication au ministère de la Défense. Il organise une conférence de presse pour dire que oui, c'était un échange de tirs entre des terroristes sécessionnistes et les soldats camerounais et tout, machin, alors que c'était faux. C'était archi faux. Ceux qui ont tiré, je crois que c'était le 20, dans la nuit du 24 au 25 mai 2018. Ceux qui ont tiré sur les enfants là, une trentaine, c'est un massacre. Et la justice américaine ne voit pas ça. Les juges américains qui traquent les ambazoniens un peu partout là aux États-Unis, ils ont oublié ça. Ils ont tellement la mémoire courte qu'ils ne pensent même pas à ça. Aux massacres qui ont été commis, commandités par des dignitaires du régime de Biya. À Menkapigny le 25 mai 2018. Donc les familles de ces enfants-là, n'ont pas droit à la justice, n'ont pas droit aux réparations. Les familles de ces enfants-là n'ont pas droit aux réparations, à des dommages et intérêts. L'ambassade des États-Unis au Cameroun là n'est pas au courant de ça, qu'il y a une trentaine de jeunes qui ont été massacrés à Menkapigny et que c'est Atangan Jipol qui est le principal commanditaire de ce massacre-là. Aujourd'hui, on vient nous parler d'Eric Tato qui est monté, des Claude Chenny et Nestor Langmi qui sont descendus. Et depuis que Claude Chi, Nestor Langmi et puis Francis Chenny, depuis qu'ils ont été arrêtés le 28 novembre 2022, jusqu'à présent, ils n'ont jamais été jugés. Jusqu'à présent, ils n'ont jamais été jugés. Voilà 30 jeunes qui ont été massacrés à Menkapigny. À Batibo, le 12 juillet 2018, 12 membres d'une seule famille ont été zigouillés par les soldats du régime des Biya, par les militaires des Biya. Je dis bien 12 membres d'une famille. La soi-disant communauté internationale est là. Les Human Rights Watch, les Amnesty International, ils sont là. Chaque fois qu'il y a un ambazonien, ou alors, je sais pas moi, un activiste ambazonien, ou un leader ambazonien qui est arrêté, ou je sais pas moi, qui est convoqué, ou qui est, je sais pas moi, comment on dit ça en droit, qui est inculpé par la justice américaine, par la justice norvégienne, Human Rights Watch sort un communiqué pour dire oui, c'est le début de l'impunité, c'est la fin de l'impunité, etc. Ah bon, c'est la fin de l'impunité. À quand la fin de l'impunité contre ceux qui ont massacré 30 jeunes à Menkapigny? Contre ceux qui ont massacré 12 membres d'une même famille, la famille Tébit, à Batibo le 12 juillet. À quand la fin de l'impunité? Est-ce que, comment il s'appelle, Hilaria Allegozzi peut nous dire, à quand l'impunité contre ceux qui ont massacré des jeunes gens à Menkapigny? À quand la fin de l'impunité contre ceux-là qui ont kidnappé des élèves? Je crois que c'était le 6 novembre, le 5 novembre 2018. Une soixantaine d'élèves avaient été kidnappés à Bali. C'est-à-dire qu'on les a embarqués dans un bus de 70 places pour les transférer, on ne sait où. Et
parmi les ravisseurs de ces enfants-là se trouvait un soldat camerounais. Et c'est le voisin de ce soldat-là qui l'avait reconnu. Un certain René Francis Mvan. C'est-à-dire qu'il s'est habillé là et puis il s'est enturbané, un peu comme les terreaux que vous connaissez là, qui sont enturbanés avec une longue barbichette comme ça, alors que c'était un soldat camerounais en civil qui a été reconnu par un de ses voisins. Mais le régime de Biya voulait mettre ça sur le dos des Ambazoniens. Comment les Ambazoniens pouvaient, dans une zone sécurisée comme Bamenda, parce que c'était dans un petit village, c'était dans un quartier de Bamenda vraiment hyper sécurisé, que ces enfants-là ont été kidnappés. Et ils ont été trimballés jusqu'à Bali. C'est à Bali qu'on est allé les retrouver. Et le régime de Biya a dit à l'époque, c'est-à-dire que dans sa propagande, le régime de Biya a attribué cet enlèvement-là aux Ambazoniens, alors que ce sont eux qui ont organisé ça pour mettre ça sur le dos, des Ambazoniens. L'élimination physique, parce qu'il y a eu aussi des assassinats ciblés, l'élimination physique de Charles Wesco, le pasteur américain là, la justice américaine n'a même pas enquêté dessus. C'est-à-dire que votre propre concitoyen, c'est-à-dire que votre ressortissant, un ressortissant américain, un pasteur, il a été éliminé physiquement dans le Cameroun anglophone. Je crois que c'était en octobre, là, carrément, 2018. Ce sont des militaires camerounais qui l'ont zigouillé. Et la justice américaine qui passe son temps à traquer les activistes ambazoniens là et autres, n'en parle pas. Motus bouche cousue. Elle n'en parle pas. Circuler, il n'y a rien à voir. Circuler, il n'y a rien à voir. Et si la justice américaine ne prend pas la peine d'enquêter sur ce qui est arrivé à un de ses concitoyens dans le Cameroun anglophone, mais c'est la vie des Florence Ayafor, les 30 jeunes qui ont été massacrés à Menka-Pening et tout ça là. 12 membres de la famille Tebit qui ont été massacrés à Batibo le 12 juillet 2018. C'est ça qui va intéresser la justice américaine? Jamais. Ce n'est pas ça qui va intéresser la justice américaine. Ce n'est pas ça qui va intéresser la justice américaine. Regardez l'affaire de Florence Ayafor. L'affaire Florence Ayafor. Pourtant, l'ambassade des États-Unis au Cameroun avait exigé que les auteurs de l'élimination physique de Florence Ayafor soient interpellés, jugés au cours d'un procès équitable et public. Et ça s'est arrêté à ce communiqué-là. Le communiqué datait de, je crois, du 10 octobre 2019. Ça s'est arrêté là. Le colonel Joël Émile Bancui, à l'époque, il était commandant de la division de la sécurité militaire. Il a fait attraper 2 jeunes gens au quartier Bonabéry à Douala pour les faire transférer dans ses bureaux à Yaoundé. Ils ont été présentés aux caméras de télévision comme étant les suspects de l'élimination physique de la gardienne de prison, Florence Ayafor. Jusqu'à présent, ça fait plus de 5 ans. Ces enfants-là n'ont jamais été jugés. Et les États-Unis qui avaient pondu un communiqué comme quoi, oui, justice pour Florence Ayafor, oui, nous exigeons justice. Ça ne les préoccupe plus, c'est fini. Ça ne préoccupe plus les États-Unis. Ce qui préoccupe les États-Unis, c'est que les Ambazoniens ont collecté les fonds à travers les plateformes virtuelles, ils ont envoyé au Cameroun à des combattants afin qu'ils achètent les armes et les explosifs. C'est tout ce qui préoccupe les États-Unis. C'est-à-dire que l'achat des armes, des explosifs, etc., c'est ça qui préoccupe les États-Unis. Oui, pour attaquer les fonctionnaires, oui, machin. Donc, la vie des fonctionnaires, donc les soldats camerounais, les militaires, les policiers, les gendarmes, les préfets, les sous-préfets, la vie de ces fonctionnaires-là est plus précieuse aux yeux des États-Unis que celle de ces pauvres innocents qui ont été massacrés, des dizaines de milliers d'innocents, massacrés par l'armée des Biya, massacrés par l'armée camerounaise. Je me rappelle quand j'étais au Cameroun, j'ai vu des corps qu'on jetait, c'est-à-dire que des corps en putréfaction, qu'on jetait comme ça, dans des fosses communes, en zone anglophone. On prenait les corps, on jetait des corps, des personnes zigouillées par l'armée des Biya, prenait les corps, on jetait dans des fosses communes. D'autres dépouilles qu'on retrouvait comme ça dans des cours d'eau, entassés. D'autres qu'on ramassait, qu'on jetait dans les bennes des pick-up. Les corps étaient éparpillés partout, dans tout le Southern Cameroun. Des corps des personnes zigouillées par l'armée des Biya.
Amnesty International est là. Human Rights Watch est là. Le gouvernement américain est là. Le gouvernement américain sait tout ça. Le gouvernement américain le sait. Le gouvernement américain sait que il y a eu des assassinats ciblés de Félix Tanto, un homme d'affaires qui a été tué à Buea parce qu'il refusait de contribuer pour il y a un programme que le gouvernement camerounais avait lancé là, le programme d'aide humanitaire et tout, que Atanganji et autres avaient lancé là. Il a refusé de contribuer à ça. Parce qu'il disait que non, il faut régler ce problème-là une bonne fois pour toutes. Allez, on est venu, on l'a zigouillé. Il était le propriétaire du, je crois, Bright Hotel à Buea. Félix Tanto, un homme d'affaires très célèbre à Buea. Il a été zigouillé. Il a été zigouillé. Les comme Fotuma Sang, qui a été décapité à Buea. Les États-Unis ne voient pas ça. Hein? Non, ils ne voient pas ça. Pourquoi? Parce que des membres des centres de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, encadrés par certains soldats camerounais, ce sont ces membres des centres de DDR-là qui sont impliqués dans ce crime odieux. Ce sont eux. Et le régime de Biya est vraiment odieux. Le régime de Biya est en train d'organiser un procès en catimini au tribunal militaire de Buea concernant l'affaire comme Fotuma Sang là. Depuis 2020 jusqu'à présent, on n'a aucune idée de l'issue de ce procès en catimini là. Aucune idée. Et c'est la preuve justement que ce crime-là est un crime d'État. Et le gouvernement américain le sait, le FBI le sait. Mais les dignitaires du régime de Biya sont libres de circuler partout à travers le monde, même aux États-Unis. Ils ont leurs affaires. Atanganji, qui est impliqué dans des crimes, des massacres dans le Southern Cameroun. Sa fille, il a sa fille aux États-Unis, non? Il a des enfants aux États-Unis. Et le gouvernement américain le sait, le FBI le sait. Tout ce qui préoccupe le FBI, tout ce qui préoccupe les juges américains, la justice américaine, ce sont les ambazoniens, les activistes, les leaders ambazoniens qui sont aux États-Unis. Alors que ce que le régime de Biya a commis en termes de crimes de guerre, de crimes contre l'humanité, c'est 100 fois pire que ce que la justice américaine reproche aux activistes ambazoniens là, qui sont sous main de justice là-bas. Le massacre de Ngarbou là, du 14 février 2020, on en parle. Le massacre de Ngarbou. On en parle. On nous a dit que oui, on a interpellé où c'est des gendarmes et des militaires et tout ça, la machin chouette. Depuis là, leur procès est à quel niveau alors? Leur procès est donc à quel niveau? Leur procès est à quel niveau? Le gouvernement américain n'exige pas des comptes par rapport à ça. Le FBI est au courant de tout ça. Mais ferme les yeux pour les ouvrir quand il s'agit des activistes ambazoniens qui sont basés là-bas aux États-Unis. Le gouvernement américain n'est-il pas au courant qu'il y a eu un massacre en Ngarbou le 14 février 2020 et que jusqu'à présent, justice n'a pas été rendue aux proches des victimes? Les 7 élèves qui ont été massacrés à Kumba le 24 octobre 2020, même comme le régime de Biya a voulu manipuler l'opinion internationale en attribuant ce massacre-là aux ambazoniens, mais ça a échoué lamentablement. Ça a échoué. Ça a échoué lamentablement. Aujourd'hui, le gouvernement, tous les gouvernements occidentaux là, sont au courant que c'est le régime de Biya qui a perpétré ce crime-là contre 7 élèves du modèle Francisca Balengwa à l'Academy of Kumba. Je suis le seul journaliste qui, à l'époque, avait révélé exactement ce qui s'est passé. Quel a été le modus operandi du commando qui a attaqué l'école et qui a éliminé physiquement ces 7 élèves-là. J'ai rapporté les faits jusqu'au détail près. Le FBI a tous ces faits-là. Le FBI a toutes ces données relatives au massacre de 7 élèves au modèle Francisca Balengwa à l'Academy of Kumba. Mais à quoi assiste-t-on? Silence, motus, bouche cousue. Ce qui préoccupe le gouvernement américain, ce sont les activistes ambazoniens. Ce n'est que ça qui préoccupe le gouvernement américain. Ce n'est que ça. Et après le massacre de ces élèves-là, du modèle Francisca Balengwa à l'Academy of Kumba,
Le régime de Biya a théâtralisé un procès là au tribunal militaire. Il y a 4 jeunes gens qui ont été condamnés à la peine capitale. C'était en septembre 2021. Or, ces enfants-là, les 4 enfants-là, c'est des prisonniers qu'on a les sortis du pénitencier de Buea afin de théâtraliser un procès devant le tribunal militaire de Buea. C'était des prisonniers, ils étaient déjà en prison bien avant même l'attaque du Mother Francisca Balengwa à l'Academy of Kumba, l'attentat sur cette école-là. C'est-à-dire que le jour où cet attentat-là se produisait, le 24 octobre 2020, ces enfants-là étaient en prison. Et maintenant, pour théâtraliser le procès relatif à cette affaire-là, on est allé les sortir de prison pour les présenter à l'opinion comme étant les suspects de l'élimination du massacre de ces 7 élèves-là. Et je me souviens, quelques jours après ce massacre-là, Betty Assomo avait déclaré au poste national de la CATV que 6 des 9 personnes impliquées dans le massacre de ces 7 élèves-là ont déjà été neutralisées par l'armée. Je m'étais alors posé la question de savoir comment Betty Assomo savait que les 6 là, que ce sont les 6 là qui ont été neutralisés ou les 9 là étaient impliqués dans ce massacre-là. Comment le savait-il? Comment le savait-il en l'espace de quelques jours seulement? Comment le savait-il? Si le gouvernement, c'est-à-dire que si l'appareil de l'État n'est pas complice de l'élimination physique de ces enfants-là, comment lui, Betty Assomo, ministre de la Défense, le savait? Comment savait-il que les 6 qui ont été neutralisés là par l'armée étaient impliqués dans le massacre de 7 élèves du Mother Francisca Balengwa à l'Academy of Kumba? Comment le savait-il? Comment le savait-il? Et après, il y a eu le massacre de Maotou en janvier 2021. Ce qui tient le de communauté internationale. Et moi, c'est ce qui me choque dans l'attitude de ce qui tient le de communauté internationale dans le cadre de la crise. Chaque fois qu'il y a eu massacre là, ouais, l'Union africaine, l'Union européenne, l'ONU, le gouvernement américain réagissent pour dire oui, nous condamnons. Personne, moi, je suis surpris que depuis que le conflit anglophone a éclaté là, qu'est-ce que les gouvernements occidentaux tiennent comme discours? Les gouvernements occidentaux disent oui, ça c'est une affaire interne à la République du Cameroun. Je dis quoi? Et en Côte d'Ivoire, où on a vu l'ONU intervenir, où on a vu les forces françaises intervenir, où on a vu l'ONU voter toute une résolution. Juste pour mettre fin au conflit qui y régnait. En Côte d'Ivoire, c'était des Ivoiriens qui se battaient entre eux pour la conquête du pouvoir. Ce n'était pas un conflit entre armées étrangères, non. Entre 2 armées étrangères, non, non, non. C'était un conflit entre Ivoiriens, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du territoire ivoirien. Mais il y a eu des accords internationaux, accords de Marcoussis, accords de Lomé, accords d'Accra, etc., etc. Or, quand il s'agit du Cameroun, où on a vu des combattants armés affronter des soldats camerounais dans le cadre d'un conflit, qu'est-ce que la fameuse communauté internationale dit? Que non, c'est une affaire interne au Cameroun. Donc, c'est-à-dire que là, cette soi-disant communauté internationale a confié la résolution du conflit anglophone au gouvernement camerounais, alors que c'est le gouvernement camerounais qui est à l'origine de ce conflit. Donc, on a confié aux pyromanes la mission d'éteindre le feu. Moi, je trouve que c'est injuste ce que les anglophones subissent depuis des décennies aujourd'hui. C'est injuste et il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Il faut dénoncer ça. Et le 28 novembre 2022, le Francis Chenny, Claude Dechi et Nestor Langmi, dont des hauts responsables du mouvement ambazonien, du mouvement indépendantiste anglophone, ils ont été arrêtés dans l'état de Kansas parce qu'on leur reprochait d'avoir collecté de l'argent pour acheter des armes transférées à des combattants au Cameroun. Quelques jours plus tard, Paul Biya, Chantal Biya sont arrivés aux États-Unis pour le sommet États-Unis-Afrique. Et une forte délégation ministérielle accompagnait Paul Biya à ce sommet-là.
Et parmi les membres du gouvernement se trouvait le ministre de la Défense, Joseph Betty Assomo. C'est-à-dire que des gens qui ont des mains imbibées de santé, de véritables criminels de guerre, des génocidaires même. Washington leur a déroulé le tapis rouge comme ça, là. Que venez, vous êtes les bienvenus sur le sol américain. Et dans le même temps, on traque, on arrête, on jette en prison ceux qui sont poussés par le réflexe de la légitime défense pour se défendre contre l'extermination des membres de leur famille qui sont restés au terroir. Ce sont eux que le gouvernement américain traque, que la justice américaine traque. Et vous savez ce qui s'est passé lors du sommet à Afrique, États-Unis, en décembre là, 2022. Le gouvernement camerounais a exigé la tête des leaders des activistes amazoniens qui sont basés sur le sol américain en échange de permis d'exploitation pétrolière qui devaient être accordés aux géants pétroliers américains Chevron. Je ne sais pas si on se comprend. Et bien avant cela, celui qui est chargé de US Department là, à l'époque quand sous Joe Biden, je crois que c'était Anthony J. Blinken, en avril 2021, il avait publié un communiqué selon lequel toutes les parties qui empêchent, il a bien dit toutes les parties qui empêchaient la résolution pacifique du conflit anglophone feraient l'objet de sanctions du gouvernement américain. Curieusement, on se rend compte que ce ne sont que les Amazoniens qui font l'objet de sanctions. Or, les dignitaires du régime des Biens, notamment ceux qui sont impliqués dans des crimes de guerre, des crimes de génocide même, des crimes contre l'humanité, dans le Southern Cameroun, en Amazonie, eux, ils sont libres de circuler librement à travers le monde. Et ils ne sont pas inquiétés. Ils sont même libres d'aller et venir, d'aller aux États-Unis et d'en revenir, sans être inquiétés. Je ne parlerai même pas des Nations Unies. Je n'ose même pas parler des Nations Unies, qui est également impliqué dans ce complot-là contre les Amazoniens, contre les anglophones du Cameroun. Alors que l'ONU savait très bien que le grand dialogue que le gouvernement camerounais a organisé du 29 septembre au 4 octobre 2019 n'était pas assez efficace pour apporter une solution au conflit, à la crise anglophone. L'ONU a quand même accordé des financements au gouvernement camerounais afin de préparer le grand dialogue national. Pourtant, ailleurs, la même ONU a prôné la résolution pacifique, la résolution des conflits. Excusez-moi. La même ONU a prôné la signature des accords, la médiation internationale, etc., etc. Or, au Cameroun, on confie la résolution du conflit au gouvernement camerounais. On parlait comment on appelle la structure qu'ils ont mise en place là pour reconstruire, oui, le plan de reconstruction. Je crois que c'est ça, des régions du nord-ouest et du sud-ouest, entre guillemets. Ils ont c'est-à-dire que la fameuse communauté internationale, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'ONU, ont confié la résolution de ce conflit-là au gouvernement camerounais. Pourtant, en Éthiopie, il y a eu une guerre de sécession, parce que là-bas, c'est de sécession qu'il est question. Or, au Cameroun, les Amazoniens ne veulent pas faire sécession, ils veulent restaurer leur État que le système france-africain a détruit. Ils veulent restaurer leurs institutions qui existaient avant 1961. Ils veulent réinstaurer leur parlement, leur gouvernement, leurs institutions qui ont été balayées par le système france-africain. Ce n'est pas la sécession. Or, en Éthiopie, il y a eu une guerre de sécession du 2 novembre 2020 au 2 novembre 2022. Et ce conflit-là s'est soldé par un accord de paix signé à Pretoria, en Afrique du Sud. Et qui était le médiateur? C'était l'ancien président du Nigeria, Olusegun Obasanjo. Je dis bien, on parle de guerre de sécession. Hein? On parle de guerre de sécession. Or, au Cameroun, on a tout confié au gouvernement camerounais que gérer, c'est un problème interne au Cameroun. Alors que s'il y a même un conflit qui devrait s'internationaliser, c'est le conflit anglophone. Puisque les Amazoniens contestent la juridiction de la République du Cameroun sur leur territoire. Les deux Camerouns, là, la frontière internationale qui sépare les deux Camerouns existe toujours.
Cette frontière-là n'a jamais été levée. Une frontière internationale. Donc, s'il y a même un conflit qui devrait s'internationaliser, c'est le conflit anglophone. Or, qu'est-ce que les États-Unis, qu'est-ce que l'ONU, qu'est-ce que tous ces pays occidentaux là disent? Non, c'est un problème interne à la République du Cameroun. Une République du Cameroun qui est bâtie sur des bases extrêmement, absolument fausses. C'est à cette République-là qu'on confie la responsabilité de résoudre un conflit. Donc, c'est cette injustice-là qu'il faut dénoncer et que je vais d'ailleurs continuer à dénoncer. C'est-à-dire que les États-Unis gardent un silence complice autour des crimes de guerre, des crimes contre l'humanité commis par le régime de Biya. Pourquoi? Parce que ces États-Unis-là ont, à travers Chevron, obtenu des permis d'exploitation pétrolière au large de Kribi, des permis d'exploitation gazière et pétrolière au large de Kribi du gouvernement camerounais. Et depuis qu'ils ont obtenu l'exploitation de la bauxite à l'est, donc Hydromine, parce que le responsable PDG d'Hydromine avait rencontré Paul Biya, c'était en mai 2020, comme ça. Il s'était rendu au palais présidentiel d'Etoudi pour rencontrer Biya. Et depuis qu'ils ont obtenu le permis d'exploitation de la bauxite à l'est, allez, les Américains ont tourné le dos aux problèmes anglophones au Cameroun. Ça ne les préoccupe plus. Paul Biya leur a tout donné, il leur a accordé pas mal de ressources du sous-sol. Voilà pourquoi, en échange, pour plaire au gouvernement camerounais, ils se permettent de traquer les activistes ambazoniens, ils les ramassent, ils les jettent en prison et ils ne les jugent pas. Et ils ne les jugent pas. Comment pouvez-vous expliquer que depuis le 28 novembre 2022, 3 citoyens américains, c'est-à-dire que des activistes ambazoniens, des leaders ambazoniens, ils sont arrêtés, jetés en prison et ils ne sont pas jugés depuis 3 ans. 3 ans, ils ne sont pas jugés. Ça va faire bientôt 3 ans. Le 28 novembre prochain. Vous allez expliquer ça comment? C'est que c'est des affaires politiques, c'est des affaires d'État. Même ici en Norvège, Ayabacho Lucas a été arrêté. Mais là, je suis d'accord, Ayabacho Lucas a posé des actes qui sont punis par la loi d'ici. C'est clair et net. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'ergoter autour de ça. Ayabacho, tout comme les 2 qu'on a arrêtés récemment là, eux aussi, ils ont posé des actes qui méritent qu'on leur mette la main dessus. Pour ces 2-là, moi, je suis d'accord pour Ayaba. Moi, je suis d'accord qu'on leur mette le grappin dessus. Parce que voilà des gens qui ont détruit la noble lutte, la noble cause du peuple anglophone du Southern Cameroun. C'est des gens comme ça, là, que le régime de Biya a utilisé pour infiltrer la lutte du peuple, la lutte d'indépendance du peuple du Southern Cameroun. Sauf que, ce que moi je souhaite, c'est que l'enquête, c'est-à-dire que les enquêtes sur les ADF, donc Ambazonian Defense Force, et sur les EGOFC, ainsi que leurs responsables, c'est une enquête qui doit être pointue. Parce que si cette enquête est pointue, si cette enquête est menée sans faiblesse, beaucoup de têtes vont tomber à Yaoundé. Beaucoup de têtes vont tomber à Yaoundé. Beaucoup de têtes. Parce que Ayabacho et autres, là, ils ont eu des complices à Tanganji. Et Ayabacho agissaient ensemble en coaction. Et à Tanganji, si Ayabacho tombe, à Tanganji doit également tomber. C'est ma seule préoccupation concernant les responsables des EDF. C'est ma seule et unique préoccupation que tous les complices c'est-à-dire que des cadres des EDF, des EGOFC, des Ayabacho et autres là, c'est-à-dire que qu'ils soient tenus pour complices, tous les dignitaires du régime des Biya qui ont apporté la moindre contribution à tout ce que EDF a posé comme action et qui était sale et qui ont contribué à salir, à détruire, à discréditer la lutte de libération du peuple du Southern Cameroun aux yeux de l'opinion internationale, que toutes ces personnes-là, tapées au sommet de l'État du Cameroun, soient également tenues pour complices des Ayabacho, des Bénédicte Kwa et puis des Pascal Kiki et autres là. Ils doivent également être interpellés. C'est ça ma préoccupation. Moi, je suis entièrement d'accord avec l'arrestation d'Ayabacho Lucas, puisque j'avais déjà interpellé, à travers un post Facebook, j'avais déjà interpellé le Premier ministre d'ici par rapport aux agissements d'Ayabacho depuis le territoire norvégien. Je l'avais déjà interpellé par rapport à ça. Mais maintenant, ma seule préoccupation là, concernant Ayabacho, beaucoup plus Ayabacho, c'est que ses complices au sommet de l'État, ceux qui ravitaillaient son groupe armé, là, les EDF, en armes et en munitions, là, les officiers supérieurs généraux de l'armée, là, qui ravitaillaient les EDF en armes et en munitions,
tous ces gens-là, ils doivent également faire l'objet de mandats d'arrêt internationaux. C'est ça ma préoccupation. Parce que si on juge Ayabacho, on épargne ses complices. Ça devient du 2 poids 2 mesures. Ça devient du 2 poids 2 mesures.